Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Animal discret et vif, qui aime bondir ou courir, le lapin de Garenne, au corps trapu et à la fourrure courte, est notamment réputé pour son activité sexuelle débordante. Menacé par la chasse, ses nombreux prédateurs naturels, des virus, les routes, l'agriculture intensive ou encore la modification de son habitat, son taux de survie annuel se révèle bien maigre. Il serait aujourd'hui de 50% pour les adultes et de seulement 20% pour les jeunes. Alors qu'il pourrait vivre jusqu'à 10 ans, son espérance de vie n'est en réalité que de 2 à 3 ans à l'état sauvage. En conséquence, notre lapin de Garenne a trouvé la solution pour survivre. Il est polygame et se reproduit le plus possible dans l'année. 1 mois après avoir mis bas, la femelle est de nouveau capable d'avoir des petits. Et elle peut faire 6 portées par an. La reproduction est presque obsessionnelle pour cette espèce qui atteint sa maturité sexuelle très tôt, 3 mois et demi pour les mâles et 4 mois pour les femelles. Gibier de choix pour les uns, nuisible pour les autres, le lapin de Garenne a été décimé en Europe entre 1952 et 1955 à cause d'un biologiste qui n'a rien trouvé de mieux que d'introduire illégalement la myxomatose en France pour se débarrasser des lapins de sa propriété. On estime que l'épidémie, lancée accidentellement depuis l'Eure-et-Loir, a tué 90 à 98% des lapins du continent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le lapin, même s'il a une grande activité sexuelle, ne pullule pas forcément. Et malgré les lâchers ou réintroductions, certains s'inquiètent encore aujourd'hui de la baisse régulière de ses effectifs depuis 25 ans. La disparition du lapin mettrait ainsi à terme en danger d'autres espèces fragiles qui le consomment, comme par exemple l'aigle ou le hibou. Pour tout savoir sur ce petit fouisseur qui aime vivre en colonie, nous accueillons par téléphone Bruno Pasquier, photographe animalier. Bonjour Bruno. Bonjour Sandra. Alors Bruno, il y en a encore pas mal qui confondent le lapin et le lièvre. Quelles sont les différences morphologiques entre les deux ? Les différences morphologiques, c'est déjà son poids, puisqu'un lapin, ça pèse environ 2,5 kg, et un lièvre, en moyenne, c'est 5 kg. Ça peut aller au-dessus ou un peu en dessous. Les oreilles du lièvre sont beaucoup plus longues et grandes que celles du lapin. La troisième chose que l'on aperçoit dès qu'on voit un lièvre ou un lapin, c'est que le lièvre est beaucoup plus haut sur pattes et a les pattes arrière beaucoup plus longues. Et lorsqu'il se déplace, il a souvent la tête beaucoup plus basse que l'arrière-train, c'est-à-dire il a une forme où on voit l'arrière du dos qui est beaucoup plus haut que la tête, étant donné que ses pattes avant sont très courtes. Le dimorphisme sexuel, il est important chez le lapin de Garenne. On arrive facilement à distinguer les mâles des femelles ? Non, très peu. Les mâles peuvent être un petit peu plus gros, un peu plus joufflus, mais il y a très peu de dimorphisme sexuel dans cette espèce. Bruno Pasquier, le lièvre est réputé pour se déplacer rapidement. Est-ce également le cas du lapin de Garenne ? Alors non, justement, le lapin, en fait, il court pas très très vite, puisque le lapin, ça court à peu près à 30 km/h, quand un lièvre, lui, peut atteindre 60 km/h. Bon, c'est lié à sa petite taille et ses petites pattes. De fait, il court pas excessivement vite. 30 km/h, c'est pas extrêmement rapide pour un lapin. Bruno, le lapin, il a beaucoup de dents, 28, et leur particularité, c'est qu'elles ne s'arrêtent jamais de pousser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Le lapin est un rongeur, et comme beaucoup de rongeurs, le lapin a effectivement ses dents qui poussent tout au long de sa vie. Tout ça pour contrebalancer l'usure des dents, puisque il passe son temps à ronger ses aliments qui peuvent être parfois durs, comme en hiver quand il ronge des écorces ou des branches. Donc ça compense l'usure des dents. D'ailleurs en captivité, quand les gens ont des lapins d'appartement, il faut leur donner des trucs durs à ronger justement pour reproduire le phénomène, sinon les dents poussent. Et ça devient gênant pour le lapin. Notre lapin, il a une très bonne vue. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut voir ? Est-ce qu'il distingue les couleurs ? Ça se passe comment pour le lapin ? Alors le lapin, il a une très bonne vue. On dit qu'il a une vue à 360 degrés, mais en fait le lapin est myope. C'est-à-dire que le lapin, il a les yeux qui sont latéraux par rapport à sa tête, et donc il voit très mal ce qui est devant lui. Par exemple, il voit très bien tout son environnement. Il a une vue à 360 degrés. En termes de couleurs, le lapin voit que 2 couleurs. Il voit le bleu et le vert. Mais par exemple, il a une très bonne vue dans la pénombre, puisqu'il a une vue à peu près 10 fois supérieure à la nôtre dans le noir. Donc c'est un animal qui est assez crépusculaire justement, puisque sa vue lui permet de vivre sa vie tranquillement la nuit.
On parle du crépuscule, de la nuit. Lui, le lapin, il va être comme la marmotte, il va se servir aussi de ses vibrisses pour se déplacer. Effectivement, étant donné qu'il a une mauvaise vue de proximité, puisqu'il est myope, ces vibrisses vont lui servir effectivement à détecter les obstacles et à estimer la largeur de passage d'un orifice ou de quelque chose. Voilà, les vibrisses, pour nos auditeurs, c'est des sortes de petites moustaches. Oui, c'est les moustaches, oui, les moustaches du chat par exemple. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Bruno, malgré ses grandes oreilles, le lapin a une bonne ouïe, mais elle n'est pas non plus extraordinaire et surdéveloppée. Non, le lapin, il n'a pas une ouïe qui est proportionnelle à la taille de ses oreilles. Il a une très bonne ouïe, malgré tout. Il a une ouïe qui couvre un large spectre, supérieur à celui de l'homme, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs. Par exemple, il n'entend pas très bien les sons très graves. Il n'est pas dans cette gamme de fréquences et donc il n'entend pas les sons très graves. Il a aussi une faculté dont il se sert, comme beaucoup d'animaux aussi, c'est d'orienter ses oreilles en fonction de la direction dans laquelle vient le bruit, ce qui lui permet effectivement d'avoir une meilleure réception. Mais il n'a pas une ouïe exceptionnelle. On parle de bruit, on parle de son. Le lapin va parfois utiliser les sons pour communiquer avec ses congénères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances ? Alors, le lapin est un animal plutôt silencieux. On l'entend très peu. Néanmoins, lorsqu'il perçoit un danger, il va taper avec sa patte arrière, il va taper sur le sol. Ça produit un bruit sec et un peu sourd qui met en alerte ses congénères. La deuxième chose qu'on entend le plus fréquemment dans la nature, c'est lorsque un prédateur l'attaque, il va pousser des cris de détresse. Et puis, au moment de l'accouplement également, il peut pousser quelques cris. En dehors de ça, c'est un animal qui communique beaucoup avec les odeurs et qui est plutôt silencieux. Comme le chevreuil dont on parlait ensemble dans une précédente émission, Bruno, le lapin, il a une zone blanche sur le corps, en dessous de sa queue. Ça lui permet aussi, comme le chevreuil, de communiquer de façon visuelle avec les autres ? Alors effectivement, le lapin, quand il se sauve, il a tendance à relever, il a une petite queue, les petites queues de lapin on connaît tous, relever un peu la queue et puis lorsqu'il court, ça dégage un peu la partie blanche arrière. Ça a souvent la faculté de mettre en alerte ses congénères qui vont effectivement devenir attentifs à tout ce qui se passe dans l'environnement pour éventuellement détecter un danger. Le lapin, c'est bien sûr un herbivore qui a néanmoins une particularité de taille, c'est qu'il mange aussi ses crottes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Effectivement, le lapin mange ses crottes. Alors, le lapin, en fait, il mange pas toutes ses crottes. Il mange certaines crottes. En fait, le lapin fait deux types de crottes. Il y a les crottes que l'on rencontre, les crottes de lapin, les petites crottes rondes et sèches que l'on voit. Et puis, il produit d'autres crottes qui sont plutôt en chapelet, rondes, molles et très luisantes, enduites d'une couche muqueuse un peu luisante. Ces crottes, elles lui permettent, lorsqu'il les ingurgite, d'améliorer sa digestion. Le lapin supporte mal la digestion de la cellulose. Et donc, il est un peu mal foutu et il a une poche qui est près du rectum dans laquelle vont macérer quelques crottes qui vont se charger avec des bactéries qui, elles, viennent justement détruire cette cellulose, la transformer en énergie. Et donc, en mangeant ces crottes, il réingère ces bactéries et donc c'est à ce moment-là que la digestion, pour lui, est plus facile. Donc oui, il va manger certaines crottes, mais pas tout. Il a le goût développé, le lapin, où il peut manger de tout sans choisir, y compris ses crottes. S'il a le choix, il va choisir, oui. Il aime beaucoup les graminées, les herbacées. Il s'adapte très bien et notamment l'hiver, il va aller chercher des bulbes, des écorces, des racines, puisque le reste est moins disponible. Oui, quand il a le choix, il choisit sa nourriture, oui. Il va se servir dans nos jardins, dans les cultures ? Ah oui, ça, tous les jardiniers le diront, si un lapin se met dans les cultures, il va trouver tout ce qu'il lui faut pour s'alimenter. Et ça fait partie, effectivement, de ses mets de choix que sont les carottes, les salades et compagnie. Vous le disiez tout à l'heure, Bruno, les lapins font partie des mammifères qui sont plutôt crépusculaires et nocturnes. Est-ce que c'est une technique efficace pour échapper à ces nombreux prédateurs ? Alors, prédateurs qui peuvent venir aussi bien du ciel que de la terre, d'ailleurs. Alors oui et non, tu le disais en préambule, dans ces prédateurs, il y a les hiboux, Grand-Duc et compagnie, qui eux-mêmes ont des mœurs nocturnes. Il y a le renard qui a des mœurs nocturnes, la martre, et donc beaucoup d'animaux ont le même mode de fonctionnement que le lapin. Les voitures, elles roulent la nuit puisqu'elles ont de l'éclairage. Donc en fait,
c'est pas fondamentalement un avantage important en dehors de la chasse. Dans ce domaine-là, oui, c'est un avantage. Pour le reste, pas forcément. Bon, il va éviter un peu les prédations diurnes liées aux rapaces diurnes, mais il a beaucoup d'ennemis nocturnes. Le lapin est une proie de choix pour beaucoup d'animaux. Alors un lapin de Garenne qui peut vivre jusqu'à 9-10 ans au maximum, ça arrive souvent dans la nature, Bruno? Non, très peu. Le lapin, il a une durée de vie, comme tu l'as dit, de 2 à 3 ans dans le milieu naturel. C'est un animal relativement fragile, victime de plusieurs épidémies. On a parlé tout à l'heure de la myxomatose, mais il y en a d'autres. En dehors de ça, il a beaucoup de prédateurs. C'est un animal qui a peu de moyens de défense. Sa durée de vie moyenne, elle est de 2-3 ans. 10 ans dans la nature, il faut que ça soit vraiment dans un environnement extrêmement protégé, ce qui aujourd'hui se fait extrêmement rare dans notre pays. Bruno, les lapins peuvent vivre en couple ou en groupe, en colonie. En fonction de quoi va s'établir la hiérarchie? Alors, les lapins, oui, sont de nature grégaire. C'est d'ailleurs ce qui compose les garennes. Ce sont des groupes, généralement des groupes familiaux. Donc la hiérarchie, elle est comme bien souvent liée à l'âge, l'expérience et la force. Il y a un couple dominant dans une garenne. Ce couple dominant, il a des privilèges. Le mâle va avoir le privilège de pouvoir s'accoupler avec presque l'ensemble des femelles de la garenne, puisqu'il va chasser les concurrents. Et puis la femelle, elle va bénéficier des meilleurs endroits pour se nourrir, du meilleur terrier, le plus grand, le plus vaste, le plus confortable, etc. Donc effectivement, c'est très hiérarchisé chez les lapins. Et quand le mâle dominant ou la femelle dominante se déplace, les autres s'écartent. Et s'ils s'écartent pas, ils se font bousculer. En dessous de 1400 mètres d'altitude, on trouve des lapins de Garenne un peu partout. De quoi ont-ils besoin dans leur espace vital, Bruno? Au-dessus de 1000 mètres, on en trouve peu. La problématique, effectivement, pour les lapins qui n'hibernent pas, comme le font les marmottes, c'est effectivement de trouver la nourriture l'hiver. Donc, quand on est dans des environnements trop enneigés, on les rencontre moins fréquemment. Après, ce qu'ils ont besoin, c'est de prairies grasses pour se nourrir, de haies ou de buissons pour pouvoir s'y cacher, de quelques gîtes de grandes herbes, etc. pour pouvoir se gîter. Ils aiment beaucoup passer les journées dans les grandes herbes à se faire dorer la pilule et pas forcément rester dans leur terrier. Vous parlez de terrier, justement, le lapin de Garenne, c'est oui. une espèce fouisseuse. Ça ressemble à quoi, son terrier? Alors le terrier, c'est une multitude de cavités plus ou moins grandes. On trouve des petits terriers, on trouve des cavités qui peuvent faire jusqu'à 1-2 mètres carrés. Toutes sont reliées entre elles par des galeries. Ça crée tout un réseau de galeries souterrains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque nouvelle portée, la femelle va construire une nouvelle chambre. Cette chambre, généralement, elle est isolée des autres, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de galerie qui communique avec les autres. C'est une espèce de nurserie dans laquelle elle va mettre ses petits, on appelle ça une rabouillère. Et lorsqu'elle quitte la rabouillère, elle a tendance à en cacher l'entrée avec des herbes. Donc c'est généralement des toutes petites ouvertures, la plus petite possible, pour pouvoir justement obstruer la sortie lorsqu'elle quitte le terrier. Sinon, une garenne, ça a souvent une entrée principale, 1 ou 2 entrées principales, et ensuite il y a une multitude de sorties qui sont souvent des trous verticaux. Ce sont des entrées ou des sorties secondaires en cas de danger. Le lapin, il fait aussi partie des mammifères qui marquent son territoire. Quels sont les moyens qu'il utilise? Il fait des petits tas de crottes qui lui permettent de marquer son territoire. Donc déjà, c'est le mâle dominant qui fait ça. Et puis ensuite, il va faire des gratisses. C'est-à-dire qu'il va gratter dans des trous et puis ensuite il a des glandes de marquage qui lui permettent de marquer et l'urine. La réputation sexuelle du lapin, évidemment, n'est plus à faire. Bruno, combien de portées par an en moyenne et puis combien de petits par portée? On l'a évoqué tout à l'heure. Il peut avoir 4 ou 5 portées par an avec en moyenne 4 à 6 petits par portée, ce qui fait qu'une lapine peut mettre par an au monde entre 20 et 25 jeunes. La mise bas a lieu dans des terriers spécifiques, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on appelle les rabouillères. Comment la femelle s'organise-t-elle pour les premières semaines de vie de ces petits lapros? Elle va allaiter ses jeunes à peu près 1 fois par jour, parfois 2, mais bien souvent c'est qu'1 fois par jour, durant environ 3 semaines. Elle va les défendre, notamment contre l'intrusion dans la rabouillère de ses congénères. Elle leur témoigne pas énormément de soins. C'est pas le genre d'animal qui va aller couvrir ses jeunes pour qu'ils aient chaud ou des choses comme ça. Elle vit sa vie, elle est proche de ses jeunes, mais voilà. Les jeunes, ils naissent aveugles et nus, donc ils n'ont pas de poils. Au bout d'une semaine, on commence à voir apparaître un peu de duvet. À peu près au 10e jour, les yeux commencent à s'ouvrir.
Au 15e jour, les jeunes commencent leur déplacement à l'intérieur de la rabouillère et à 3 semaines, on attaque le sevrage puisque la mère allaite à peu près jusqu'à 3 semaines et à partir de 3 semaines, ils commencent à manger des herbacées, des choses comme ça. La mortalité infantile, elle est vraiment très très élevée. 75%, c'est énorme. 75% des jeunes meurent pendant la période d'allaitement. Les petits vont devenir autonomes, je crois, vers 4 semaines. Ils vont se disperser ou ils restent sur le territoire de leurs parents? Tant qu'ils n'ont pas atteint leur maturité sexuelle, ils vont rester sur le territoire de leurs parents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles. Les femelles, elles vont rester sur la garenne où elles ont été élevées toute leur vie. Les mâles, eux, vont y rester jusqu'à leur maturité sexuelle. Et ensuite, à partir du moment où ils rentrent en conflit avec le mâle dominant, ils vont être chassés par celui-ci. Et donc, ils vont aller chercher un autre territoire ou s'intégrer dans une autre garenne pour effectivement, à leur tour, faire leur place dans la hiérarchie sociale. Coulées et autres empreintes, quels sont les signes qui peuvent nous indiquer la présence de lapins de garenne sur un territoire? Le lapin de garenne laisse beaucoup de traces. Alors, c'est lié au fait que son territoire est très petit. Donc, étant donné qu'il a une activité quand même assez forte, son territoire est très marqué. Donc, on va trouver bien sûr les terriers, les petits tas de crottes dont je ne me souvenais plus le nom tout à l'heure. On va trouver les latrines. Ces petits tas de crottes faits tout au même endroit qui servent aussi de marquage de territoire. On va trouver des coulées entre les différents trous. On va trouver des gratis, c'est-à-dire il va gratter à une faible profondeur la terre à plusieurs endroits. Et puis, on peut trouver des empreintes ou des poils ou des choses comme ça. À noter, Bruno, qu'en France, on élève des lapins de garenne pour les vendre aux sociétés de chasse. Oui. C'est une pratique qui est répandue, ça? On élève pour la chasse, beaucoup? Oui. Alors, je suis pas un spécialiste, donc j'ai un peu regardé cette question-là. Étant donné que le lapin s'est énormément raréfié depuis les années 50, puisqu'il y a même des endroits où il a quasiment disparu. Il est même considéré dans des endroits en danger, d'extinction, il y en a plus. Donc, il y a effectivement des élevages de lapins qui sont destinés à la chasse. Souvent, ce sont des enclos qui permettent effectivement de faire des lâchers au moment de la chasse et d'amuser les chasseurs. Alors j'ai aussi vu qu'il y a des parcs qui sont proposés pour l'entraînement des chiens de chasse. Alors à première vue, ça paraît assez barbare comme pratique. Ça se passe comment, ces petits entraînements ? Alors ces petits entraînements, généralement, c'est effectivement des lapins qui sont lâchés dans des parcs fermés, dans lesquels les chasseurs louent à la journée ou à la demi-journée. Ils viennent avec leurs chiens, donc soit des chiens courants ou soit des chiens d'arrêt. Il semblerait qu'aux chiens courants, ça ressemble un peu à la chasse à courre. Le but du jeu, c'est d'habituer les chiens effectivement à attraper les lièvres, les lapins, excuse-moi. Et puis aux chiens d'arrêt, effectivement, c'est de marquer l'arrêt et de les créancer sur l'animal sur lequel on veut qu'il soit créancé. Bruno, on l'aura compris, le lapin de garenne est un gibier apprécié par les chasseurs. Ils en tuent beaucoup chaque année ? Alors oui, j'ai été affolé par les chiffres. Je voulais pas croire à ça, donc j'ai été voir plusieurs sources d'informations. Il semblerait que le chiffre est autour d'1 450 000 à quelque chose près 1,5 million de lapins tués par an. C'est gigantesque. Je suis atterré. Je pensais pas qu'on tue autant de lapins dans l'année. Quand on se promène, et j'ai pu moi-même le constater personnellement, on peut voir que les chasseurs nourrissent parfois les lapins. Ça sert à quoi ? Le lapin, il peut pas trouver tout seul sa nourriture ? Il y en a pas assez ? En général, les animaux ont cette faculté de s'implanter dans les environnements qui leur sont favorables. Donc, si les lapins sont des lapins qui sont naturellement nés en liberté, leur garenne, elle est généralement positionnée dans des endroits où ça sera favorable. Après, la régulation fait que la quantité de nourriture est toujours adaptée au nombre d'animaux. S'il y a peu de nourriture, il y aura peu d'animaux, puisqu'il n'y aura pas suffisamment de naissances, lié au fait que les mères ne seront pas suffisamment nourries. Et à l'inverse, s'il y a beaucoup de nourriture, il y aura beaucoup de naissances. Donc en fait, on a un peu la réponse déjà, c'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est effectivement de donner des compléments d'alimentation à ces animaux. D'abord, ça les sédentarise, bien que le lapin soit plutôt sédentaire.
Et la deuxième chose, c'est qu'en améliorant la qualité de la nourriture, on a plus de portée et donc ça permet d'avoir plus de gibier à tirer. Voilà, c'est un peu un cercle vicieux aussi, hein, parce que du coup, si on les nourrit beaucoup, il y aura beaucoup de naissances, du coup, il y aura beaucoup de lapins qui s'attaqueront peut-être beaucoup aux cultures, et il y aura la nécessité, après les avoir nourris pour qu'ils se développent, de Ouais. les réguler, entre guillemets, donc d'en tuer. Oui, c'est le même problème que le sanglier, je dirais, puisque aujourd'hui, on sait très bien que l'agrainage permet de sédentariser les animaux, donc de se les garder, et en même temps, le fait de les nourrir améliore leur fécondité, donc améliore le nombre de naissances par an. Avant, les sangliers n'avaient pas déporté tout au long de l'année comme ils ont maintenant, quoi. Donc c'est le même problème. Effectivement. Donc plus d'animaux, plus de dégâts, plus de chasse, on s'auto-alimente, hein. Et un mot sur le furetage, Bruno, qui est une technique de chasse bien particulière. Alors oui, le furetage, ça consiste dans une garenne à boucher tous les orifices avec des petits filets en forme de poche et à laisser l'entrée principale dégagée. Ensuite, on prend un ou deux furets domestiques qu'on introduit à l'intérieur des terriers. Donc les lapins paniqués vont chercher à fuir. Un certain nombre va sortir par les sorties de secours et donc vont se prendre dans les filets qui ont été posés volontairement pour les attraper. Et puis ceux qui choisiront la sortie principale, qui est celle qui normalement n'a pas de filet, ou un filet aura été posé après avoir rentré les furets, mais généralement on laisse l'entrée principale libre. Et donc il y a un chasseur qui se met dans l'axe. Et lorsqu'un lapin sort, il prend un coup de fusil et les autres sont pris dans des poches. Et souvent ils prennent un coup de bâton derrière les oreilles pour les tuer. Donc ça s'appelle le furetage et c'est autorisé en France. Un mot sur la myxomatose, Bruno, une maladie qui a été introduite, hein, je le disais en introduction, de façon illégale en France en 1952 par le docteur Armand Delille qui en avait marre d'avoir des lapins dans sa propriété. Une énorme boulette, on peut dire, puisque la maladie s'est rapidement répandue dans toute l'Europe, décimant les populations de lapins de Garenne. La myxomatose, elle est encore beaucoup développée aujourd'hui ou on en a fini avec cette épidémie-là ? Ah non, on n'en a pas fini, puisque le seul moyen d'éradiquer la myxomatose, ça serait de vacciner tous les lapins. Puisqu'il n'y a pas de traitement, une fois que l'infection est là, on ne sait pas soigner, il n'existe aucun traitement. Donc seule la vaccination l'empêche. Donc on comprend bien qu'on est incapable de vacciner tous les lapins de Garenne de France. La myxomatose, c'est un virus qui est extrêmement résistant et contagieux, qu'on rencontre surtout en été et en automne, qui provoque un taux de mortalité phénoménal, puisque tu le disais en préambule, 98% des lapins sont morts lorsqu'il a été introduit. Donc le niveau de résistance est un peu meilleur, puisque petit à petit, je suppose que le système immunitaire des lapins s'améliore doucement au contact de la maladie, mais ça reste extrêmement mortel. Et au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas fini du tout avec cette maladie. Bruno, est-ce que le lapin de Garenne est l'espèce que l'homme a domestiquée pour sa viande, sa fourrure ou encore ses tests en laboratoire et qu'on appelle aujourd'hui lapin domestique ? Oui, tout à fait, oui. Le lapin de Garenne est à l'origine de notre lapin domestique où il a été effectivement, par croisement successif, amélioré pour sa viande, pour un certain nombre de qualités, sa fourrure et autres. Mais effectivement, l'origine, c'est le lapin de Garenne. Quelles sont les principales menaces qui pèsent aujourd'hui sur le maintien des populations de lapins de Garenne ? Oh, il y en a beaucoup. Déjà la pollution, puisque notamment c'est un animal qui mange des herbacées, donc tout ce qui est pesticides et autres ont une influence importante sur sa reproduction et sa fertilité. Ensuite, on a la destruction du milieu. On a arraché des haies pendant des décennies. Alors au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il semblerait que l'État offre des primes à ceux qui les replantent, mais dans le même temps, d'autres les arrachent. Donc de toute façon, au jour d'aujourd'hui, les milieux se sont fortement dégradés. On a la chasse, qui effectivement est une cause de mortalité importante, puisqu'on l'a dit, 1,5 million de lapins disparaissent par an. Les maladies, puisque la myxomatose et d'autres épidémies ravagent les populations. La circulation est également une grosse cause de mortalité, puisque les lapins vont faire leur garenne n'importe où, et généralement ils choisissent un coteau, donc les fossés sont parfois bien appréciés, et donc qui dit fossé dit bord de route. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette espèce ? C'est un animal qui est extrêmement vulnérable, qui malgré tout résiste.
depuis des années à tout ce qu'on peut lui faire subir. Ils ont un mode de vie très hiérarchisé qui est relativement intéressant à découvrir quand on a la chance d'être en observateur près d'une garenne. On finit par comprendre effectivement que tout ça, c'est pas le fruit du hasard et que y a des règles entre eux. Bien qu'ils communiquent peu, en fait, ils savent tous ce qu'ils ont à faire et pas faire. Et vous me disiez en off, la dernière fois, que le lapin de Garenne, il connaît son territoire par cœur. Ah oui, alors le lapin, il a une particularité, et ça, c'est une des difficultés pour la photo, c'est que le lapin, il a un tout petit territoire, donc il le connaît absolument par cœur. Donc le moindre élément nouveau dans son environnement, il va le détecter aussitôt. Et dans ce cas-là, il va être en alerte permanente, il va rester à couvert au maximum. Et donc, on aura peu de chance de l'observer. Donc, lorsqu'on veut photographier du lapin de Garenne, effectivement, il faut anticiper, il faut préparer assez progressivement une planque, de manière à ce qu'il puisse, pendant des jours, s'y habituer. Et quand il a pris bien en compte le changement dans son environnement, on peut commencer effectivement à faire des photos. Avec une housse silencieuse, bien sûr, puisque même si c'est pas un champion de l'audition, il entend très bien. Vous avez pu, vous, observer, Bruno, sur le terrain, un déclin de l'espèce ces 20 dernières années ? Alors ces 20 dernières années, non, parce que j'étais pas dans un milieu où il y avait beaucoup de lapins, mais depuis ces 10 dernières années, oui, je suis dans un environnement où on a un secteur en Côte-Chalonnaise où il y a une forte concentration de lapins. Et effectivement, ce que j'observais il y a 7, 8, 9 ans n'a aucune commune mesure avec ce que j'observe aujourd'hui. J'ai des photos sur lesquelles j'ai 7, 8, 9, 10 lapins en même temps. D'aujourd'hui, quand j'en ai 2 ou 3, je suis déjà très heureux. Donc, il y a un vrai déclin, oui, c'est vrai. Quelles sont vos plus belles observations, Bruno Pasquier ? Celle que j'ai faite il y a 7 ou 8 ans, où j'avais posté un affût en proximité de cette garenne, et où, effectivement, les lapins étaient dans un environnement plutôt tranquille, je dirais, puisque c'était une propriété privée. Et donc, je les observais quasiment toute la journée, sauf, je dirais, à partir de 10h jusqu'à 16h, où l'activité était moindre. De très tôt le matin jusqu'à 10h du matin, c'était effectivement bien à voir, toutes les interactions avec les jeunes, les adultes, etc. C'est des bons moments quand on est sous l'affût d'observer tout ça. La photo dont vous êtes le plus fier ? Alors c'est une photo que j'ai faite il y a quelques années déjà, justement, depuis cet affût. Et c'est une photo que je rêvais de faire puisque j'avais placé mon affût face au lever du soleil. Et tous les matins, quand j'y étais, le soleil se levait en face de moi. J'avais un terrain en légère pente et quand un lapin se positionnait en haut de la pente et que j'avais la chance qu'il le soit au moment du lever du soleil, j'avais une superbe lumière orangée avec les grandes herbes et j'avais ce lapin qui se détachait en ombre chinoise. C'était superbe. Moi, j'ai dû faire une vingtaine de jours avant de pouvoir faire cette photo, puisque soit j'avais le lapin mais j'avais pas le soleil, soit ils y étaient mais le soleil n'était pas encore levé. Voilà, il y avait toujours quelque chose et bon, ça a fini par payer. Un jour, j'ai eu le lapin au bon endroit, au bon moment. Et effectivement, c'est la photo que j'aime le plus. Merci beaucoup, Bruno Pasquier, pour toutes ces précisions sur le lapin de Garenne. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent découvrir vos photos, rendez-vous sur votre page Facebook. Et je rappelle que Pasquier, ça s'écrit Pasquuier. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de 100% Nature. Merci, Bruno. Merci, Sandra. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.